C'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être présents. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de vous présenter une offre conjointe, donc en partenariat entre Énergie Partagée et la Nef. Donc c'est un sujet un peu spécifique qui est à la fois qui concerne en termes de filière des grappes photovoltaïques. Donc on est sur une filière bien particulière, et puis sur une étape de la vie du projet qui concerne plutôt la partie financement. Donc par rapport aux différents webinaires que peut réaliser Énergie Partagée, on est vraiment sur un sujet spécifique. D'autres webinaires sont accessibles sur notre site en revisionnage et sont des sujets plus généralistes. Donc là, on est sur une démarche, je le disais, partenariale. L'idée, c'est de vous présenter ce que la Nef et Énergie Partagée font pour accompagner les projets de grappes photovoltaïques. Néanmoins, avant d'aborder sur ce sujet vraiment spécifique, on a, je le disais, à peu près 130 participants, beaucoup de diversité dans les participants parce qu'on a mobilisé nos réseaux respectifs, et donc on a des bénévoles, des collectivités, des porteurs de projets en émergence ou déjà structurés, des sociétaires Nef qui ne connaissent pas ou peu Énergie Partagée, et à l'inverse des adhérents ou des actionnaires d'Énergie Partagée qui connaissent un peu moins la Nef. Donc on va prendre le temps de représenter dans un premier temps nos deux structures, et finalement ce qui fait que les deux structures sont complémentaires et ont tout intérêt à agir dans une démarche partenariale sur plusieurs sujets. Ensuite, on va du coup aller dans spécifiquement ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire les grappes photovoltaïques et ce que font la Nef et Énergie Partagée pour accompagner le financement de ces projets. Donc, on va vous présenter à la fois les constats et les limites en fait qui font qu'aujourd'hui nos offres classiques ne permettent pas dans tous les cas de soutenir les projets de grappes, et donc ce qui est à l'origine finalement de l'offre qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va faire intervenir également Jean-Paul du projet ICA, du collectif ICA, qui nous fait le plaisir d'être ici présent parmi nous pour présenter le projet qu'il porte et qui a bénéficié du coup de l'offre qu'on a mis en place avec la Nef. Aujourd'hui, on est encore dans une démarche plutôt d'expérimentation, même s'il y a déjà 5 projets qui ont été instruits et qui vont et pour lesquels on va activer l'offre. Mais donc du coup, l'idée c'était de vous présenter concrètement ce que ça peut donner sur un projet et comment ça peut débloquer certains freins d'un projet en grappe PV. Donc on va faire témoigner Jean-Paul là-dessus. Et puis on va vous présenter plus spécifiquement la manière dont le process se met en place et les délais notamment d'instruction pour finalement financer le projet et débloquer les verrous qui peuvent mener à la construction de la centrale. Donc cette partie-là de présentation plutôt, on va dire descendante, durera un peu moins d'1 heure. Et puis l'idée ensuite, c'est de se garder une bonne demi-heure de questions-réponses. Et là, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure sur l'onglet de conversation que certains d'entre vous ont déjà pu tester. Donc, pensez bien à indiquer vos questions ici en envoyant à tous les conférenciers et les participants. Et nous, on va répertorier les questions qui nous arrivent au fur et à mesure de l'heure. Et puis, les traiter sur cette dernière demi-heure. Voilà sur la présentation. Donc, je vous propose de démarrer juste un point technique. Si vraiment vous avez des problèmes pour nous entendre, si le son coupe, si la vidéo coupe, mettez-nous un message. On essaiera de couper nos vidéos, de garder un petit peu de bande passante, et puis normalement ça devrait fonctionner. Je n'ai pas présenté l'ensemble des participants. Alors puisque j'ai la parole, je commence, et puis ensuite c'est tout de suite Marine qui prendra la présentation pour présenter la Nef. De mon côté, je travaille chez Sylvain Gombert, je travaille chez Énergie Partagée Investissement.
en charge du financement des projets photovoltaïques en particulier, dont effectivement du coup les projets de grappes photovoltaïques. Et du coup, voilà, je suis plutôt côté outils d'investissement. Je reprendrai le temps de présenter le mouvement en général et l'association également à côté de l'outil d'investissement. Je présenterai tout ça un peu plus tard. Marine Gauchier de la Nef, et du coup Marine, je te laisse la parole pour te présenter et présenter la Nef dans un premier temps. Parfait, merci Sylvain. Donc bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent. Donc du coup, pour me présenter très brièvement, Marine Gauchier, moi je travaille à la Nef depuis maintenant 5 ans et ça va faire 3 ans que je suis référente dans le domaine des énergies renouvelables et du coup je traite principalement ces sujets sur mon temps de travail. Alors du coup, l'idée de ce webinaire, en effet, c'était de revenir sur un petit peu qui nous étions pour que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information. Donc très brièvement, la Nef est une coopérative de financement qui va fêter ses 30 ans cette année. Son objectif est assez simple, hein, c'est de faire en sorte que l'argent soit un outil et non une fin en soi, et que cet outil soit utilisé pour accompagner des projets qui s'inscrivent dans une transition écologique, sociale et énergétique. Donc la Nef est une coopérative qui regroupe aujourd'hui 40 000 sociétaires. Parmi ces sociétaires, on a de nombreux bénévoles qui nous accompagnent sur le territoire. Notre siège social est basé à Lyon. Et donc, notre objectif est de collecter de l'épargne auprès de personnes physiques et d'utiliser cette épargne pour prêter de l'argent à des personnes essentiellement morales, porteurs de projets, qui s'inscrivent du coup dans un champ d'intervention qui sont le développement durable, l'insertion sociale et la culture. Donc du coup, notre offre est assez sobre. Aujourd'hui, on a des placements qui sont possibles pour nos épargnants qui confient leur argent, qui sont principalement des livrets et ce qu'on appelle des comptes à terme. Et pour les professionnels, dans l'utilisation de cet argent, on est principalement sur du prêt. On a la possibilité de proposer un compte courant qui a des services relativement limités, mais qui en l'occurrence existe. Et après, on a une activité de don par ailleurs avec une plateforme qui s'appelle Zest. Du coup, Sylvain, tu peux passer à la diapositive d'après. Donc, notre objectif, c'est de financer vraiment des projets à impact positif. L'écologie fait partie de nos principaux projets. C'est à l'intérieur de cette thématique qu'on intègre du coup les projets qui sont liés aux énergies renouvelables. Donc, ça représente à peu près 70% de notre activité. L'activité sociale, à peu près 18%. Et le reste, ce sont des activités qu'on appelle culturelles. Donc, aujourd'hui, la Nef a accompagné environ 5000 entreprises et associations. En 2017, on a débloqué environ 400 prêts pour un montant de 55 millions d'euros. Pour vous donner on va dire, des chiffres, et notre capital, il est aujourd'hui de 42 millions d'euros. Sur le focus plus des énergies renouvelables, donc la Nef accompagne depuis maintenant 5-6 ans des projets. Donc nous, dans ce qu'on met dans énergie renouvelable, ce sont plutôt tout ce qui est projet solaire en toiture, des projets hydroélectriques et des projets éoliens. Donc depuis 5-6 ans, on a accompagné principalement des agriculteurs qui étaient en biodynamie, qui avaient la volonté d'installer des panneaux solaires sur leur hangar. Et au fur et à mesure, du coup, on a fait évoluer notre offre et on a essayé de l'adapter avec la possibilité de financer à la fois l'installation d'une centrale, mais aussi éventuellement d'intervenir au moment où celle-ci est construite et mise en service. Pour vous donner un ordre de grandeur, les énergies renouvelables à la Nef, ça représente un domaine relativement important. C'est 30% de notre activité globale. On a à peu près 30 millions d'euros d'encours de prêts qui ont été accordés en 2017. Donc c'est une activité qui pour nous est très importante, avec un montant moyen d'intervention qui est de 425 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie globale Nef, nos montants moyens d'intervention sont eux
plutôt aux alentours de 100 000 euros. Donc les énergies renouvelables, pour nous, c'est quand même des prêts plus importants en termes de montant et un volume qui permet quand même à la coopérative de bien drainer son activité. C'est pour cette raison qu'en fait, il y a 4 ans, on a voulu mettre en place un poste de référent sur ce thème-là, puisque c'est un thème qui évolue très vite, sur lequel il y a de la veille réglementaire à réaliser. Et aujourd'hui, du coup, on est 2 référents qui sont dédiés à ces sujets. Donc moi-même qui m'occupe de la partie sud et Jean-Christophe Cholot qui est sur Paris et qui s'occupe de la partie nord. Du coup, depuis fin 2017, on a voulu vraiment adapter notre politique d'intervention avec la volonté d'accompagner des projets, alors qui pour nous sont plus petits, des tickets d'intervention compris entre 0 et 250 000 euros. Et c'est la raison pour laquelle on a créé cette offre qui est récente avec Énergie Partagée. Et du coup, qui est une offre actuellement, comme le disait Sylvain, qui est en pilotage, avec certes 5 projets qui font partie de cette offre et sur lesquels des accords ont été donnés, que ce soit Énergie Partagée, NEF, mais une volonté vraiment d'essayer d'être au plus proche des citoyens et des collectifs qui portent ces projets pour la faire évoluer favorablement. Pour vous donner juste un ordre d'idée et quelques exemples du coup de financement, aujourd'hui on a accompagné un projet en autoconsommation. Donc ça, c'est des sujets qui nous interpellent et qui sont vraiment des choses qui demain vont être étudiées de manière plus globale à la NEF. Sur ces sujets, on est notamment en partenariat avec ESPUL pour voilà, bien être au fait des évolutions réglementaires et de l'autoconsommation à la fois individuelle et collective. Mais en tout cas, on a été assez novateur avec ce financement à Biocop des Calunes. Ensuite, on finance également donc des centrales photovoltaïques de certaines puissances, entre 0 et 250 kW crête. La puissance moyenne, c'est à peu près 100 kW crête dans ce qu'on a l'habitude jusqu'à présent de financer. On intervient avec des acteurs comme Arcolia ou Innovant, qui sont des acteurs assez importants dans le domaine solaire et éolien. On intervient avec des personnes qui sont plus sur du parfois patrimonial, qui ont des centrales hydroélectriques de manière historique dans la famille, qui veulent la rénover. Et récemment, on est intervenu sur un projet de méthanisation, du coup avec notre partenaire Énergie Partagée, puisqu'on a aussi la volonté de développer cette activité en étant prudent pour le moment et en intervenant uniquement avec nos emprunteurs historiques ou nos partenaires. Voilà pour une présentation très brève de la NEF. Donc, une coopérative de financement éthique avec la volonté vraiment d'aller sur le circuit court en termes de l'argent, puisqu'on ne va pas se refinancer sur les marchés financiers, et une part du coup d'énergie renouvelable assez conséquente depuis maintenant 3-4 ans. Merci Marine. Je prends la main du coup pour présenter Énergie Partagée. Alors, Énergie Partagée, avant de présenter le mouvement et ses outils, il me semblait intéressant de refaire un petit point d'historique, mais très brèvement, juste pour montrer les acteurs à l'origine d'Énergie Partagée, et notamment de la rédaction de la charte d'Énergie Partagée. Et on retrouve dans ces acteurs des acteurs de la finance solidaire, dont la NEF, des acteurs de la transition énergétique que vous connaissez, j'imagine, dont ESPUL, l'ENERCOP, le Bureau d'études Indigo ou le CLER, et puis des pionniers des projets portés par des citoyens. Éolienne en Pays de Vilaine, Solira, l'Agence locale de l'énergie en Ardennes-Champagne. Et donc voilà, ce sont ces acteurs qui, en 2010, se sont réunis pour rédiger une charte, et je présenterai rapidement la charte qui fait le fondement d'énergie partagée juste après. L'idée globale d'énergie partagée, c'est de donner les clés aux citoyens, aux acteurs du territoire pour se réapproprier la question de l'énergie. Et donc l'action du mouvement est tournée vers l'accompagnement et le développement de ces projets citoyens. Donc de faire en sorte, alors des projets citoyens de production d'énergie renouvelable, mais aussi de maîtrise de la demande de l'énergie, de faire en sorte que ces projets-là soient maîtrisés et financés par les citoyens. La lecture pour nous d'un projet citoyen se fait au travers de la charte que je viens d'évoquer. Et donc cette charte-là, elle repose sur 4 piliers.
que sont l'ancrage local, la gouvernance démocratique, l'exigence écologique et avoir une démarche non spéculative. Donc, sur chacun des aspects, alors sans trop m'attarder, je vais juste préciser. Donc, en fait, l'ancrage local, c'est simplement se dire que les projets citoyens doivent avoir une assise territoriale, donc avec des collectivités, des acteurs du territoire, des associations, des citoyens qui portent les projets et qui assurent une assise territoriale des projets d'énergie renouvelable. L'exigence écologique, il faut l'avoir du coup à la fois en termes de choix des matériaux, par exemple, où là il y aura un regard à porter sur ce choix-là, mais également au niveau de l'exploitation où les projets portés, on va regarder du coup leur capacité à mener des démarches d'animation, de sensibilisation, notamment sur la consommation en énergie. Et donc ce sont cette démarche-là en fait qui est regardée dans le côté environnemental de la charte. La gouvernance ouverte, c'est le fait d'avoir pour les projets une inspiration coopérative ou en tout cas oui, enfin soit une coopérative en termes juridiques ou en tout cas d'inspiration coopérative où toutes les décisions au projet sont prises de manière démocratique et transparente avec une personne égale une voix. Et la démarche non spéculative, c'est se dire, les projets d'énergie renouvelable doivent avoir une viabilité économique pour fonctionner. En revanche, ce sera pas les bénéfices réalisés ne doivent pas servir uniquement à la rémunération des investisseurs et ne doivent pas être excessifs. Et donc, on va chercher à avoir un modèle économique viable pour que cette rentabilité soit au service du territoire et des actions qui peuvent être menées notamment sur les enjeux environnementaux, grâce à la viabilité économique des projets. Donc cette charte-là, elle fonde le mouvement. Ensuite, concrètement, les missions d'énergie partagée sont doubles et en fait à deux niveaux, vont être à la fois d'appuyer et de conseiller les porteurs de projets dans leur phase d'émergence, de réalisation, de financement de projets. Et donc ça, finalement, c'est une association, Énergie Partagée Association, qui a cette mission. Et la deuxième, c'est de financer, grâce à un outil de finance solidaire qui est Énergie Partagée Investissement, ces projets-là. L'association, donc je disais, a pour but de sensibiliser aux questions de l'énergie, de fédérer à une échelle nationale des acteurs qui sont des réseaux régionaux, des associations, des bureaux d'études, de fédérer ces acteurs territoriaux pour accompagner les porteurs de projets à l'échelle nationale et s'assurer en fait de la montée en compétence des acteurs du territoire pour mener à bien les projets. Donc les missions sont de promouvoir le modèle de l'énergie citoyenne, d'animer le réseau des acteurs régionaux et de sensibiliser les collectivités locales, les citoyens pour développer le plus possible une ambition de jouer en fait dans le mix énergétique au global des énergies renouvelables, mais du coup de faire en sorte que dans ce mix qui évolue, la part de projets citoyens soit la plus importante possible. Donc il y a un enjeu de sensibiliser l'ensemble des acteurs à ce qu'est l'énergie citoyenne et c'est l'un des rôles principaux de l'association. Et le second outil, du coup, qui est lié à la capacité à financer ces projets, c'est un outil d'investissement qui a pour rôle de collecter l'épargne des citoyens pour l'investir directement au capital des sociétés de projets de production d'énergie renouvelable. Ces missions, c'est du coup de collecter les fonds à l'échelle nationale. C'est un outil national mutualisé, énergie partage investissement, donc de collecter des fonds auprès des citoyens, des épargnants qui voudraient investir dans la transition énergétique citoyenne et d'évaluer les projets qui auraient un besoin de financement en fonds propres pour leur mettre à disposition les fonds propres et du coup investir dans les projets tout en restant dans le suivi et dans l'accompagnement des projets à la gouvernance pour s'assurer de la continuité du projet citoyen sur le long terme. Et ça, c'est la mission d'énergie partagée investissement. Concrètement, je m'attarde un petit peu sur la manière dont énergie partagée investissement intervient, parce que c'est important
on va dire, de comprendre ce schéma classique d'intervention pour ensuite comprendre pourquoi on a eu besoin de développer une offre particulière pour les grappes photovoltaïques. Donc énergie partagée, les projets qui nous sollicitent sont finalement des projets qui ont besoin d'un apport en capital et qui cherchent un investisseur éthique, notamment après pour le financement bancaire, qui pourra les accompagner tout au long du projet. Donc en fait, énergie partagée a pour rôle d'investir aux côtés des citoyens qui auraient un besoin en fonds propres, parce que localement, il peut y avoir des difficultés à lever ces fonds propres auprès du territoire. Donc du coup, énergie partagée vient apporter des fonds propres qui permet au projet d'atteindre un seuil de confiance bancaire tout en s'assurant et en garantissant au projet que celui-ci restera entre les mains des citoyens. Le but, donc du coup, c'est bien d'atteindre ce seuil de confiance bancaire qui permettra ensuite au projet d'aller solliciter des banques, de contracter un emprunt bancaire et de lancer la réalisation du projet. Ensuite, c'est le projet en fonctionnement qui pourra, dans un premier temps, rembourser l'emprunt bancaire, et puis dans un second temps, être en capacité de rémunérer les actionnaires qui ont des fonds propres dans le projet, dont énergie partagée. Et c'est bien cette rémunération du projet aux actionnaires dont énergie partagée investissement qui permettra ensuite à énergie partagée investissement de rémunérer ses propres actionnaires citoyens qui ont investi dans le fonds. L'importance d'avoir cet outil mutualisé à l'échelle nationale, je l'ai pas forcément dit, mais c'est aussi finalement de donner la capacité à des citoyens épargnants qui voudraient soutenir la transition énergétique citoyenne en investissant, de le faire de manière pas forcément directe dans les projets, soit parce qu'ils n'ont pas de projet direct à côté de chez eux, soit parce qu'ils souhaitent prendre un peu moins de risques qu'en investissant directement dans un projet. Et donc, le fait d'avoir un outil à l'échelle nationale permet en fait d'atteindre on va dire un bassin d'épargnants citoyens français plus large pour faire profiter finalement aux projets citoyens qui se développent et qui recherchent des fonds propres. Donc, dans ce schéma classique d'intervention, énergie partagée a un modèle économique à trouver et donc va chercher à investir dans des projets avec des tickets d'investissement compris entre 50 et 500 000 euros et dans tout type de projet, photovoltaïque, éolien, hydraulique, biomasse. J'y reviendrai juste après. L'idée, c'est du coup de trouver une rentabilité économique pour énergie partagée aussi et qui soit en mesure de rémunérer les actionnaires citoyens. Je terminerai juste sur une présentation générale de l'outil énergie partagée investissement, donc qui est un outil premier outil de financement de la transition énergétique, premier outil financier citoyen créé en 2009. Aujourd'hui, énergie partagée investissement, c'est 15 millions d'euros qui est collecté auprès de 50 000 actionnaires. Ces 50 000 actionnaires votent en assemblée générale, donc la prochaine assemblée générale notamment aura lieu le 23 juin. Et donc sur les 15 millions d'euros collectés, aujourd'hui 10 millions d'euros sont investis ou engagés dans à peu près 35 projets de différentes filières, solaire, hydroélectrique, éolienne, biomasse, également bois énergie. Donc ces différentes filières font que finalement pour les actionnaires, il y a une mutualisation du risque qui est prise, puisque du coup la rentabilité du fonds énergie partagée investissement est celle de l'ensemble du portefeuille et non pas uniquement d'un projet. Donc nous, au niveau énergie partagée investissement, on va regarder cet équilibre économique sur l'ensemble du portefeuille. Et donc ça, c'est voilà, à mon sens important à comprendre du coup, et on reviendra après sur la manière dont on construit notre équilibre économique. Aujourd'hui, les actionnaires d'énergie partagée, l'objectif cible qu'on se fixe de rétribution de ces actionnaires, c'est un objectif de 4% par an de valorisation de l'action. Et donc, en symétrie, on va chercher à investir dans des projets qui peuvent nous dégager une rentabilité d'investisseur équivalente pour qu'on puisse respecter notre engagement auprès de ces mêmes actionnaires.
Donc voilà très rapidement pour à la fois le mouvement énergie partagée et l'outil énergie partagée investissement et son fonctionnement. Maintenant, ce qui nous rassemble aujourd'hui plus spécifiquement sont les grappes photovoltaïques. Et donc, je vous présente ici l'ensemble des projets. C'est une carte contributive énergie partagée remplie par les porteurs de projets eux-mêmes. Ce sont ici les projets, tout type de filières confondues, qui sont accompagnés ou financés par énergie partagée. Aujourd'hui, on a 260 projets sur cette carte, dont 145 projets photovoltaïques. Pas forcément tous en grappe. En revanche, là, c'est que des projets en toiture. Donc, il y a un nombre de projets relativement important sur l'ensemble du territoire français en toiture PV. Et donc, c'est finalement ces projets-là, la majorité de ces projets-là, pour lesquels on va chercher à débloquer un certain nombre de verrous. Avant, du coup, de chercher à voir ce qu'on fait en termes de financement, je vous représente rapidement ce qu'est finalement un projet en grappe photovoltaïque. C'est en fait un concept qui est de créer une société locale citoyenne de production d'énergie, une société de projet, sur un territoire donné qui va produire du coup des énergies renouvelables à base de panneaux solaires installés sur les toits. Et donc l'idée de cette société citoyenne, c'est sur le territoire que plusieurs acteurs, collectivités, particuliers, puissent mettre à disposition de la société citoyenne leur toiture et donc d'y installer des panneaux solaires sur ces toits. Ensuite, les habitants du territoire qui n'ont pas forcément la possibilité de mettre à disposition leur toiture, mais qui souhaitent s'impliquer, investissent dans la société locale citoyenne de production, et en investissant, participent à la gouvernance et à la faisabilité du projet, qui est du coup bien de territoire, hein, puisqu'on a à la fois des installations sur les toitures du territoire, des habitants qui s'impliquent dans le projet. Et donc ce projet-là, le modèle économique est assez simple et connu finalement, c'est de vendre l'électricité. Alors la plupart du temps, c'est sur des toitures qui sont en obligation d'achat, donc d'une puissance inférieure ou égale à 100 kW crête. Et cette électricité vendue permet de générer des revenus pour la société, qui permet ensuite de rétribuer les investisseurs citoyens qui participent au projet et de payer un loyer aux citoyens qui participent en mettant à disposition leur toiture. Donc on a vraiment une dynamique locale et collective qui fait que les projets de type grappe photovoltaïque sont de vrais projets citoyens à plusieurs niveaux et de vrais projets collectifs. En termes de modèle économique, également, on peut considérer que ces projets sont de vrais projets collectifs puisque il y a un enjeu réel pour que le modèle économique fonctionne, de mener ces projets sur plusieurs toitures, donc d'avoir un nombre de toitures suffisantes pour atteindre une taille critique qui permette en mutualisant certains coûts, de trouver un équilibre économique. Donc le fait de multiplier les toitures et donc de collectivement chercher à atteindre ce foisonnement de toitures sur le territoire permet de réaliser des économies d'échelle, de diminuer des coûts fixes et donc de trouver un équilibre économique plus facilement, même si c'est pas toujours évident, mais il faut tendre vers cette multiplication. Et par ailleurs, du coup, le fait de multiplier les toitures permet de diluer les risques qui vont être liés à l'exploitation. En revanche, si on n'a qu'une seule toiture à exploiter, les risques sont plus élevés. On peut facilement comprendre que si on a peu de toitures, le fait d'avoir une toiture qui dysfonctionne a un impact plus grand sur l'équilibre économique du projet en exploitation. Et à une autre échelle, les projets en grappe photovoltaïque sont collectifs aussi, car ils sont menés sur plusieurs territoires en France. Vous l'avez vu sur la carte. Et ça permet d'imaginer, de créer des offres de services mutualisées, de réfléchir ensemble aux bonnes pratiques qu'on peut mettre en place et aux bons outils à mettre en œuvre pour multiplier les démarches. Donc c'est le modèle notamment des centrales villageoises qui sont tout à fait dans cette dynamique d'essaimer les projets qui sont là aussi pour les centrales villageoises des projets, c'est des projets tout à fait similaires aux projets de grappe photovoltaïque qu'on est en train d'évoquer en ce moment.
Donc les centrales villageoises ont leur propre charte. Tout le monde, tous les porteurs de projets de grappes photovoltaïques ne participent pas forcément dans le cadre de centrales villageoises. Donc côté énergie partagée, on a une vision plus large où on se dit que la dynamique, si elle est citoyenne, elle mérite d'exister, elle mérite d'être soutenue. Donc on a également des ateliers au sein du mouvement énergie partagée d'accompagnement de ces projets en grappes photovoltaïques. L'idée à terme, c'est de mutualiser aussi les réseaux, centrales villageoises et énergie partagée pour échanger nos outils et nos bonnes pratiques. Donc ça, ce sont des travaux qui sont en cours au sein de nos réseaux. Mais on a vraiment une volonté collective de multiplier les modèles. Sur les éléments de définition, il est important aussi de distinguer dans un projet de grappe photovoltaïque ce qu'est une tranche. En fait, on va considérer qu'un projet de grappe photovoltaïque qui peut se faire sur plusieurs dizaines de toitures parfois, on va considérer une tranche qui est en fait un sous-ensemble de toitures qui a une maturité homogène de développement et de construction, avec du coup un objectif de mise en service dans un laps relativement court, de 4 à 6 mois. Et donc finalement, cette compréhension de ce que peut être une tranche est importante pour avancer dans le projet. Et le fait de réaliser des tranches successives dans le projet de grappe photovoltaïque global est important à la fois pour lancer la dynamique et obtenir plus facilement les financements, pour sécuriser le fonctionnement de la société, avec une première tranche de centrale en exploitation, on pourra plus facilement ensuite développer de nouvelles toitures. Et puis ça permet aux groupes qui portent les projets de se rassurer aussi sur la capacité à mobiliser les fonds propres auprès du territoire. Il est souvent plus simple de mobiliser des fonds propres quand on a quelque chose à montrer, simplement. Et donc le fait d'avoir des tranches successives, ça permet finalement cette mobilisation de fonds propres plus rapide a priori que sur les premières installations. Donc les enjeux du financement d'un projet en grappe, on les remet ici. C'est à la fois de trouver un bon équilibre entre la taille du projet et le besoin en investissement, parce qu'on l'a vu, pour trouver un équilibre, il faut un nombre de toitures suffisamment important. En revanche, plus on a de toitures, plus il y a un besoin en financement élevé, et donc il faut être en capacité d'aller le chercher. Et donc il y a un équilibre à trouver entre le nombre de toitures à développer et le financement à aller solliciter pour que le projet se réalise. Donc c'est un des enjeux. Le deuxième enjeu est plutôt lié à l'amont et au financement des études. Faut du coup comprendre que sur l'ensemble des toitures qui sont en études, toutes ne se réaliseront pas. Et donc il y a une déperdition en fait entre les toitures qui sont à l'étude par la société de projet et le projet final. Et le dernier enjeu, c'est trouver dans le calendrier de réalisation du projet un bon équilibre entre la finalisation du prêt et donc l'obtention du financement qui permet de lancer la construction et le contrat qu'on a avec les installateurs qui souvent du coup demandent des modalités de paiement au début de l'installation que les projets ne sont pas forcément en capacité de payer si le prêt n'est pas finalisé par ailleurs. Donc il y a cet équilibre dans le planning à trouver. Et donc ça, c'est un des enjeux qu'on va essayer de lever avec l'offre énergie partagée NEF. Je terminerai avant de présenter l'offre concrètement sur du coup les limites et les constats que nous on a constatés au sein d'énergie partagée et de la NEF qui nous mènent à proposer une offre adéquate. Sur les besoins en fonds propres, les projets de grappes photovoltaïques ont un enjeu avec un équilibre économique parfois fragile, d'être en capacité de lever des fonds propres, ce que peut faire énergie partagée, mais de lever des fonds propres qui ne mettent pas en péril la rentabilité du projet. C'est-à-dire que la rémunération de ces fonds propres ne doit pas être excessive. Or, énergie partagée, je l'évoquais tout à l'heure, a des conditions d'investissement qui sont les siennes, qui sont liées à la politique de rémunération des actionnaires citoyens, qui font que EPI n'est pas en mesure, avec son intervention classique, de répondre à ce besoin en fonds propres des projets en grappe PV, en tout cas n'est pas systématiquement en mesure de le faire dans son schéma d'intervention classique. Donc là, on se confronte à un premier point de blocage en fait sur ce que pourrait faire énergie partagée avec son offre classique.
Sur le besoin en termes de financement bancaire, l'enjeu, c'est, alors je ne sais pas si Marine, n'hésite pas à prendre le micro si tu le souhaites pour présenter les limites. Oui, du coup sur les besoins en termes de financement bancaire, le sujet à la nef en tout cas aujourd'hui, c'est que nous, dans tous les cas, quel que soit le montant du prêt, on va l'analyser sous ce qu'on appelle un angle projet. Un angle projet, c'est-à-dire qu'on va vérifier que toutes les démarches qui sont liées à l'urbanisme, qui sont liées aux démarches réalisées avec Enedis et ensuite avec le contrat en obligation d'achat sont bien conformes et du coup cette offre elle est peu adaptée finalement aux grappes photovoltaïques puisqu'en fait on va avoir des démarches qui vont être lourdes pour des demandes qui concernent parfois un grand nombre de petites centrales. Comme je vous le disais aujourd'hui, notre montant d'intervention moyen il est plutôt aux alentours de 400 à 500 000 euros. Et donc là, l'analyse qu'on fait est tout à fait adaptée. Mais lorsqu'on doit financer 10 centrales solaires qui ont une puissance de 9 kW crête, on va être sur une demande de financement qui est beaucoup plus faible. Et du coup, les démarches vont être plus lourdes, le coût va être plus important, tout simplement parce que nous, on va réaliser exactement le même travail côté nef que si on finançait 10 centrales de 100 kW crête. Donc aujourd'hui, les limites côté nef, c'était de se dire que nos démarches étaient trop lourdes et du coup pouvaient retarder le projet puisqu'on n'était pas forcément en capacité de débloquer les fonds pour permettre de respecter le calendrier lié à l'installation. Voilà. Donc ça c'est nous la limite en tout cas qui a été constatée côté nef et la raison pour laquelle on a financé très peu finalement de collectifs sur les dernières années. Et donc, sur la base de ces constats, avec Énergie Partagée, qui est quand même un partenaire historique côté nef, qu'on a essayé de construire cette offre qui du coup permet finalement de lever les contraintes à la fois côté Énergie Partagée et côté nef. Du coup, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter l'offre en tant que telle. Donc, l'idée de cette offre, c'est d'avoir une offre qui est en 2 temps. L'objectif, c'est de faire en sorte que toute la partie installation, c'est-à-dire jusqu'à la mise en service de la centrale, soit préfinancée par Énergie Partagée, avec du coup une intervention en compte courant d'associés rémunérés, et qu'ensuite le relais soit assuré par un prêt nef à la mise en service des centrales. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'au moment où l'avance d'énergie partagée est débloquée, le collectif ait l'assurance qu'elle soit transformée en un prêt bancaire, pour que du coup il y ait une certaine sérénité sur cette partie installation où finalement il y a beaucoup d'autres sujets qu'il faut mettre en œuvre avec l'installateur, la maintenance, Enedis pour aller jusqu'au consuel et donc laisser le collectif finalement s'occuper de choses opérationnelles en ayant du coup l'assurance que dans tous les cas cette avance sera transformée en un prêt moyen long terme par la nef à des conditions définies initialement. Donc on est vraiment sur une participation en 2 temps. L'objectif de cette avance en compte courant associée, c'est qu'elle soit sur une durée de 4 à 6 mois et qu'elle permette de financer du coup ce qu'on appelait précédemment et ce qu'a défini Sylvain, une tranche. Donc c'est-à-dire un nombre de centrales définies qui ont une maturité à peu près identique. L'offre, elle s'adapte à tous les collectifs qui ont la volonté du coup de s'inscrire dans la transition énergétique avec du coup une tranche bien identifiée avec un nombre de centrales défini et vis-à-vis du coup des montants d'intervention, on serait pour une offre qui irait jusqu'à 250 000 euros d'emprunt, entre 0 et 250 000 euros. Donc l'objectif pour le collectif, c'est vraiment d'accélérer la construction des centrales, de pouvoir, avec cette avance faite par Énergie Partagée, tout de suite lancer la construction, en menant en parallèle, du coup, en envoyant systématiquement des pièces qui permettent de justifier les éléments. Ça, on y reviendra plus tard avec Sylvain. Et du coup d'avoir un interlocuteur unique en la qualité d'énergie partagée pour permettre de faciliter
l'obtention du prêt bancaire rapidement et sa mise en œuvre. Par rapport à l'offre, comme je le disais, elle s'adresse à des collectifs, à tout collectif citoyen, quelle que soit finalement sa structure juridique. Donc, peu importe finalement la structure juridique, c'est le projet en tant que tel qui est porté, qui permet de valider une éligibilité. Sur ces projets-là, il faut qu'il y ait une revente d'électricité en obligation d'achat. Donc principalement EDF, puisque c'est aujourd'hui un des principaux acheteurs d'électricité. Cependant, le statut d'obligation d'achat, vous pouvez le retrouver auprès de Régie et depuis peu auprès d'autres organismes comme Enercop, qui a obtenu et qui répond aux critères de l'obligation d'achat. Du côté de l'offre conjointe, on a la possibilité d'intervenir avec des contrats Enercop OA sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'à la nef, aujourd'hui, on a décidé d'ouvrir une enveloppe qui permette du coup une revente à Enercop. Cette enveloppe aujourd'hui, elle est de 4 millions d'euros pour l'année 2018. On a déjà la moitié de l'enveloppe qui a été grignotée, entre guillemets. Et du coup, dès les premiers échanges et dès les premiers rendez-vous, si vous avez la volonté en tant que collectif de revendre l'électricité à Enercop obligation d'achat, c'est une chose que l'on vous demandera et qu'on anticipera pour faire en sorte que l'enveloppe vous soit réservée et que vous puissiez, dès la mise en service, passer tout de suite par ce contrat d'achat OA. Par contre, nous, on a une limite côté nef en termes de risque qui est plafonnée, mais en tout cas, il y a cette ouverture possible, ce qui n'est pas le cas dans toutes les structures bancaires à l'heure actuelle. Cette offre, elle s'adresse à des collectifs qui sont sur une phase, on va dire, de création avec une première tranche, mais elle peut s'adresser aussi à des collectifs qui en sont au financement de leur 3e ou 4e tranche. Sur ce sujet, du coup, la nef va essayer d'avoir une vision globale et de voir comment fonctionnent les centrales qui sont déjà en installation, comment est-ce qu'elles ont été mises en œuvre, est-ce qu'il y a eu déjà des prêts consentis par d'autres banques, des garanties qui ont été données. Tout ça pour vraiment essayer d'arriver sur une offre qui soit cohérente. Donc du coup, l'avance en compte courant associé d'énergie partagée, elle se fait sur une durée de 0 à 6 mois, sur un montant de 0 à 250 000 euros, avec un taux de rémunération des comptes courants associés qui est fixé aujourd'hui à 5%. Cette avance en compte courant d'énergie partagée, elle peut se faire sur la quote-part qui va être réalisée ensuite et pris en charge par le prêt nef, mais elle peut aussi être utilisée pour avancer la TVA qui va être liée à l'installation des centrales ou les éventuelles subventions qui sont en attente du coup d'être collectées. Sur la TVA et sur les subventions, les modalités d'intervention sont un petit peu différentes en termes de coûts puisqu'elles sont moindres. Côté nef, du coup, transformation de l'avance qui est vraiment liée au financement de la tranche, donc hors TVA et subventions. On va être sur un prêt moyen-long terme qui peut aller de 0 jusqu'à 18 ans. Et qui va dépendre surtout de la durée du contrat d'achat que vous allez avoir en face. Si c'est un contrat sur 20 ans, on va pouvoir aller jusqu'à 18 ans de prêt. Si le contrat d'achat a déjà été grignoté parce qu'il y a des mises en service tardives qui font qu'il y a des pénalités, à ce moment-là, la durée sera un petit peu revue à la baisse. Sur les montants d'intervention, pareil, jusqu'à 250 000 euros. Et sur les taux, on est sur une grille préférentielle du fait de ce partenariat. Donc, une grille à taux fixe qui va de 10 à 15 ans et avec des taux allant de 2 à 2,30%, donc qui varient à la hausse en fonction de la durée. L'offre, du coup, prend en compte des frais de dossier et des frais qui sont liés à la souscription de parts sociales, puisque la nef est une coopérative. Par conséquent, on a l'obligation de devenir sociétaire pour pouvoir être emprunteur. Donc, il y a cette chose-là. Et par rapport aux garanties, les garanties sont des garanties assez classiques qui sont du coup la cession des créances auprès d'EDF, c'est-à-dire que la nef se réserve en fait le droit en cas de problèmes rencontrés au niveau du remboursement du prêt d'aller directement
voir EDF et de demander à ce que le règlement des factures soit fait sur un compte NEF à part. Donc ça, c'est uniquement en cas de difficulté que cette garantie se met en œuvre. Et la délégation des assurances qui sont liées au fonctionnement des centrales. L'avantage de l'offre, on y reviendra un peu plus loin, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans tous les cas, l'objectif, c'est de faire en sorte que le montant du prêt soit calibré pour que l'ensemble des frais soient inclus à l'intérieur du prêt et qu'il n'y ait pas de tirage supplémentaire du collectif au moment du déblocage des fonds. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard avec Sylvain pour vous expliquer ce point-là. Voilà sur la présentation de l'offre du coup en tant que telle. L'idée et pour nous ce qui illustre le mieux cette présentation écrite, c'est de pouvoir avoir le témoignage d'un porteur de projet en la qualité de Jean-Paul qui est président du collectif ICA qui du coup a fait appel à ce dispositif et qui du coup va pouvoir illustrer vraiment les propos par un cas pratique. Donc je vous laisse la parole. Merci. Bon, donc je me présente pas, vous l'avez fait pour moi. Voilà. Je vais commencer par là. J'ai pas résisté à vous présenter notre première installation là qui est terminée, qui sera mise en service aujourd'hui. Donc on est assez content. C'est quand même début de concrétisation de 2 ans de travail. Donc voilà. Donc on peut passer à la suivante. C'était juste pour montrer ça. Inauguration le 11 juin. Voilà. Donc je vais vous présenter ICA en quelques mots. Donc on ressemble à beaucoup de structures identiques qui font un peu la même chose, style centrale villageoise. Donc nous, l'objectif, c'est de promouvoir les énergies renouvelables dans le sud-est toulousain. Plus précisément sur la communauté d'agglomération du Sicoval, qui regroupe 36 communes et 73 000 habitants. Et cette communauté d'agglomération est engagée dans une démarche de territoire à énergie positive. Voilà. Donc le Sicoval nous soutient aussi depuis le début. Voilà. On a commencé par créer une association de préfiguration en juin 2016. Donc la première année a été consacrée à travailler sur la création de la SIC et aussi de commencer à prospecter les toits et à démarcher les communes. Parce que nous, notre projet, c'est d'installer des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics. Voilà. Pourquoi des bâtiments publics? Parce qu'on pense que c'était important d'impliquer les élus de notre territoire. Donc, on est obligé d'aller voir les maires, de les impliquer, voilà, et d'essaimer sur tout le territoire, d'en avoir un peu partout sur les 36 communes. Bon, on n'a pas les 36 communes équipées, mais on en a déjà 5-6, et on a une quinzaine de communes qui nous soutiennent et qui font aussi participer leur population. Voilà. Donc, on était parti sur un projet de 15 toits. Maintenant, on en est à 12. Pour des raisons diverses, il y a un certain nombre de toits qui ont été abandonnés en route. Mais c'était 15 toits en 9 kilowatts. Et donc, on en a 2 qui sont passés à 36. Donc, globalement, on est à une puissance supérieure à ce qui était prévu au départ. Voilà. Et parallèlement à ça, on mène aussi des actions de sensibilisation dans les écoles notamment. Là, vous avez une photo où on avait présenté les premiers STI d'un lycée qui, après, ont fait un projet de présentation à des élèves d'école primaire. Donc, ça a été très, très constructif, très sympa. Bon, en bas à gauche, vous avez la photo de la 2e centrale là, qui est terminée depuis vendredi et qui est en attente du bureau de contrôle. Donc, la démarche, c'est une démarche classique qui ressemble à ce qui a été présenté tout à l'heure là. Donc, les citoyens financent en part sociale et dirigent la coopérative. Les communes et le Sicoval mettent des toits à disposition. ICA installe les panneaux, l'électricité est vendue, les bénéfices sont réinvestis et rémunèrent les parts sociales. Ça sert aussi bénéfice à faire des actions de sensibilisation. Voilà. Ok, on peut y aller à la suivante. Bon, alors, nos soutiens. Donc, on a la région, parce qu'on a été lauréat de l'appel à projet de la région énergie coopérative et citoyenne. Donc, elle finance 70% des études, fournit une avance remboursable de 50 000 euros et abonde en subvention de 1 euro région pour 1 euro citoyen collecté. Voilà.
Donc l'autre soutien, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la communauté Ossicoval, donc qui met des toits à disposition et qui nous donne l'appui des services, de ces services techniques et communication. Voilà. Et actuellement, on a 15 communes qui nous soutiennent vraiment, donc qui ont mis des toits à disposition. Il y en a 2 qui sont rentrés au capital, il y en a une troisième qui est en train de le faire, et qui nous ont fait des lettres de soutien. On a aussi le GPPEP, qui est une grosse association du groupement des producteurs particuliers d'énergie photovoltaïque, qui nous aide financièrement, qui est entré au capital et qui nous aide en compte courant d'associés, et qui est là aussi pour nous donner des conseils. Donc on a la chance d'avoir le créateur du GPPEP, qui a quand même 8000 adhérents en France, qui est membre d'ICEA, donc ça facilite les choses. Et on a aussi d'autres membres du GPPEP qui nous aident beaucoup sur les conseils techniques, parce qu'ils sont assez pointus sur les petites grappes, sur les petites installations 9 kW. Donc voilà, voici nos projets. Donc là, je l'ai mis en 2 phases, ou en tranches, comme disait Sylvain tout à l'heure. Donc on a 7 toitures qui sont prêtes à être faites ou qui sont déjà faites, c'est-à-dire les 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus les autres là. Donc tout ça, ça va se faire avant août 2018. Donc ça, c'est l'objet du financement énergie partagée NEF, hein, dont on va parler tout à l'heure. Et puis après, ce que j'ai mis en phase 2, on a encore 3 toitures en 9 kW et 2 gymnases en 36 kW qui seront faits d'ici fin 2019. Voilà. Alors oui, c'est bon, on peut passer. Voilà. Donc voilà un peu l'investissement, donc il y a le tableau d'investissement, et vous voyez que donc l'investissement de la phase 1, hein, c'est 143 729 euros. Donc on va financer ça avec le capital citoyen, là, 30 977. On met pas tout le capital citoyen tout de suite parce qu'actuellement on est à 44 000 euros de collecte, mais on garde ça pour la suite. Hein, et puis voilà. On a un compte courant d'associés, on a 18 000 euros qui sont bloqués 3 ans. Et on a les subventions de la région qui sont commencées, la compte sur les subventions région, sur les études qui sont arrivées, là, donc 4 750 euros. Donc ça fait qu'on a besoin de faire un emprunt de 90 000 euros pour cette première phase. Voilà. Pour cette première phase, donc on a imaginé qu'on n'aurait pas encore les subventions de la région ni l'avance remboursable. Donc on pense se passer de ce financement. C'est pour ça qu'on emprunte la totalité de ce qu'il nous faut, et en imaginant que les 50 000 euros d'avance remboursable qui sont acquises seront versés prochainement et serviront donc à la trésorerie et à l'investissement de la suite du projet. Voilà. Idem pour les 1 euro pour 1 euro qui arriveront. C'est le problème des subventions. On sait qu'on va les avoir, mais on ne sait pas quand. Donc, ils financeront sans doute la phase 2, voire même la suite des projets, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Voilà. Voilà, en gros, pour l'état du projet. Pourquoi on est arrivé oui, moi j'ai plus de slides, moi, c'est bon. Pourquoi on est arrivé à choisir cette offre énergie partagée NEF? On a avancé assez vite, donc, sur tout ce qui est dossier technique et administratif. On a fait notre demande de raccordement au Enedis, les premiers au mois de mars 2016. Donc ça, de ce côté-là, on a réussi à tout boucler, les demandes d'autorisation de travaux, les demandes de raccordement, etc. Les coffrets sont déjà posés même depuis un certain temps par Enedis. Mais on a avancé quand même un peu moins vite sur la collecte de fonds. Donc c'est évident qu'on ne peut pas financer l'ensemble par l'apport citoyen. Même globalement sur le projet total qui doit être dans les 312 000 euros, il est évident qu'on sera obligé à un moment donné de faire un emprunt, car même avec l'aide de la région, il est peu probable qu'on arrive à collecter suffisamment de fonds citoyens. Donc, dans tous les cas, il fallait faire un emprunt, donc autant le faire tout de suite, et pour pouvoir financer cette première phase, sachant qu'on n'aurait pas les subventions déjà tout de suite venant de la région. Donc, on a commencé à aller voir les banques. Donc, on a fait 3 banques. Donc, la première, ils nous regardaient comme un extraterrestre. Hein, je rigole à peine.
financement citoyen, c'est quoi? Photovoltaïque, danger, trop de risques. Je préfère financer un plombier. Voilà. Bon, pour lui, il y a moins de risques à financer un plombier qui peut faire faillite à tout moment qu'une initiative citoyenne qui a quand même des contrats d'obligation d'achat sur 20 ans. Donc on n'a pas trop insisté. Le deuxième banquier était un peu plus réceptif, donc même très favorable au projet. Et il était prêt à débloquer 50 000 euros comme ça, sans en référer à son siège. Bon, au-delà, il m'a dit, oh, le siège, peut-être qu'il va bloquer, il va rien comprendre. Bon, alors, bon, on s'est quitté là-dessus et j'attends toujours son offre. Bon, on en est toujours là. Il a même pas fait une offre sur 50 000 euros. Ça, c'était oral. Voilà. Et en parallèle de ça, on a aussi contacté la nef. On a rencontré donc la conseillère locale. Alors là, il y a aucun souci, beaucoup plus ouverte. Le photovoltaïque, elle connaît. Les actions citoyennes, les collectifs citoyens, pas de problème. Donc, elle avait déjà financé Caténaire, je crois, enfin, dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, on a été très bien reçu. Il était bon, aucun souci. Et elle a étudié le dossier, puis nous a orienté donc vers l'offre, parce qu'à l'époque, on en avait entendu parler de cette offre, mais bon, c'était pas très précis. Et nous a orienté donc vers l'offre énergie partagée NEF. Voilà. Donc on a discuté, donc on a eu des premiers contacts avec Sylvain et Marine, hein, et donc j'ai présenté ça au conseil coopératif. Alors bon, ça a discuté quand même ferme hein, au conseil coopératif, faut le dire. Quand on annonce 5% de rémunération, ça a quand même pas été simple. Donc il a fallu quand même expliquer que c'était pour un temps très très court. 6 mois, même pas. Enfin, on peut même faire moins peut-être. Enfin, voilà, il a fallu expliquer ça. Il a fallu dire aussi qu'on pouvait débloquer par étapes. On n'était pas obligé de débloquer l'ensemble. Donc, il pouvait aussi réduire les coûts. Et ce qui a permis quand même de. Ah, puis en plus, oui, il a fallu dire aussi que ça permettait à la nef de faire un taux un tout petit peu plus bas que ce que elle l'aurait proposé autrement. Voilà. Donc à partir de ça, donc ça a été voté en conseil coopératif. On a quand même envisagé d'autres alternatives. Par exemple, on avait des sociétaires qui étaient prêts à investir en compte courant d'associés avec un taux inférieur, mais pas la totalité. Donc, il y avait quand même une incertitude sur le fait est-ce qu'on était capable de réunir les fonds au compte courant d'associés dans un délai suffisamment court, sachant que ayant déposé les demandes de raccordement en mars, on avait jusqu'à septembre, parce qu'on a 18 mois après le demande de raccordement, si on veut bénéficier du tarif d'achat, il fallait qu'on fasse tout avant début septembre. Donc, on a choisi cette offre, voilà. En plus, la nef, bon, on connaît l'éthique de la nef. C'était aussi une discussion qu'on a eue au collectif au moment de la création de la coopérative, c'est-à-dire de choisir des banques éthiques, entre autres. Voilà. Donc, ça correspond tout à fait à nos objectifs. Voilà. Voilà. Bon, pour l'instant, on en est, enfin, au début, on a déjà bien défriché. On a énergie partagée rentre au capital d'ICEA, donc on a accepté sa entrée au capital en assemblée générale pas plus tard que vendredi. Et maintenant, le processus va continuer à se dérouler. Voilà, tout se passe bien. On a des très bons contacts avec les deux intervenants par mail ou par conférence téléphonique. Voilà. Voilà où on en est. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est bon, nous, on va mettre en service nos installations. La première aujourd'hui, la dernière vraisemblablement en septembre. À partir du moment où la mise en service est effectuée, en combien de temps le prêt nef se met en place? Est-ce qu'on l'anticipe, on commence à faire tout ce qui est formalité avant? Je ne sais pas trop comment ça va se passer à ce niveau-là. Donc, on pourra peut-être nous éclaircir. Parce que nous, notre objectif, c'est de diminuer le plus possible le compte courant d'associés d'énergie partagée, parce que bon, au niveau du taux, bon, même si c'est court, c'est toujours voilà, on collecte pas les fonds aussi facilement que ça, donc on essaye d'économiser. Voilà, voilà à peu près pour moi. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci beaucoup, c'était très clair. Je vais pas m'attarder sur l'ensemble des étapes, juste sur cette slide-là qui finalement ensuite est détaillée étape par étape. Je prends le temps du coup de vous indiquer qu'on se fixe
un objectif en termes de réactivité pour mettre en place l'offre avec Marine, un objectif relativement ambitieux parce qu'on est conscient que il y a besoin d'avancer le plus vite possible en construction pour les projets qui nous sollicitent. Et donc à partir de cette première sollicitation jusqu'au financement en apport en compte courant d'associés d'énergie partagée, on cible un objectif de 1 mois et demi jusqu'au versement de cet apport. Alors bien évidemment, ça dépend de la maturité du projet au moment où on a ce premier échange. Mais en tout cas, voilà, notre enjeu, c'est d'être réactif pour pouvoir vous répondre dans les plus brefs délais. En tout cas, essayer d'avancer le plus rapidement possible sur l'instruction, sur nos passages en comité respectifs et sur le déblocage des fonds. Et donc, aussi avec un enjeu, effectivement, et Jean-Paul vous l'avez signalé, de jusqu'à la phase de refinancement, d'être le plus réactif possible pour que les comptes courants d'associés d'énergie partagée soient versés dans un laps de temps le plus court possible pour que l'impact sur l'équilibre économique du projet soit le plus faible possible du coup. Donc les 5% annoncés, et on y reviendra après dans les questions, c'est un taux annuel. En revanche, on va pas rester 1 an en compte courant d'associés dans les projets, mais moins que ça. Pour nous, le maximum qu'on souhaite, c'est 6 mois jusqu'à la mise en service de ces fonds. Mais donc, idéalement moins que ça. Et aussi, si on instruit, par exemple, là pour ICA, 90 000 euros d'avance en compte courant d'associés, on ne verse pas les 90 000 euros en une seule fois. On peut le faire en plusieurs versements successifs en fonction du planning de construction. Et donc le calendrier et donc le calcul des intérêts des comptes courants d'associés est revu en conséquence. Voilà, donc je vais pas plus dans le détail que ça sur le process. Voilà, vous aurez dans le support ensuite étape par étape ce qui nous amène à instruire le projet, à avoir les différents accords dans nos instances, les différents éléments qui seront demandés pour amener à l'avance d'énergie partagée et ensuite la collecte des pièces qui va amener au refinancement par un emprunt bancaire de la nef. Donc je m'attarde pas plus que ça, j'en suis désolé. Je peux rajouter juste un petit commentaire? Oui, bien sûr, oui. Oui, quelque chose qui a joué aussi pour que ça soit accepté, c'est que Énergie Partagée rentre au capital de la société pour quand même 2 000 euros qui compensent les intérêts qu'on va verser quasiment. Hein, voilà. Donc ça a joué dans les arguments parce que c'est vrai que ça a bataillé pas mal quand même pour les 5%. Hein. Voilà. Je voulais rajouter ça. Ouais, on a effectivement, j'avais vu passer la question, hein, j'allais y répondre. Effectivement, pour verser les comptes courants associés, il faut devenir sociétaire ou actionnaire si c'est une SAS de la société de projet. Et donc, effectivement, Énergie Partagée le fait en apportant des parts sociales et en ayant la volonté de rester sur le long terme dans les projets. Si la majorité des fonds versés sont du court terme, la présence d'Énergie Partagée dans les projets, elle est toujours à long terme, toujours dans une ambition d'accompagner le projet sur le long terme, et puis aussi, du coup, d'avoir cette visibilité en restant sociétaire, cette visibilité sur le long terme et sur les tranches suivantes avec les besoins potentiels sur les tranches suivantes et donc d'être plus réactif aussi sur la vie du projet en fonction de ce qu'on peut lui apporter. Donc oui, il y a cette présence au capital des sociétés de projet qui est là. Je m'arrête là sur le process. Marine, je te laisse la main rapidement sur les documents qui sont demandés par la nef pour octroyer le crédit bancaire. Et donc, c'est cette collecte de documents qu'on fait entre l'avance d'énergie partagée et le refinancement. Alors l'idée, en effet, c'est d'aller rapidement puisque l'objectif, c'est de pouvoir répondre au maximum à vos questions et puis prendre en compte toutes vos remarques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le refinancement de la nef intervient au moment où les centrales sont mises en service et où du coup, vous avez un minimum un consuel. L'idéal, c'est d'avoir le contrat d'achat. Mais sur la base du consuel, on pourra quand même aussi éventuellement débloquer une première tranche pour optimiser aussi cet aspect qui est lié au coût de l'opération.
Vis-à-vis des pièces demandées, c'est des pièces qui sont très simples, que vous prendrez le temps de lire, mais en gros, c'est ce qui va sécuriser toute la partie liée au foncier, donc le bail, les attestations comme quoi vous avez bien fait une déclaration préalable de travaux ou qu'un permis de construire a été déposé, accepté et qu'il est purgé. Toutes les formalités auprès d'Enedis et d'EDF à travers du coup le contrat d'accès au réseau et du coup le consuel ou le contrat d'achat au nom de l'emprunteur, et les éléments qui vont être liés à l'exploitation de la centrale, puisque la nef va vous accompagner sur 15 ans, voire 18 ans, et donc s'assurer que du coup, vous avez bien fait le nécessaire en termes de souscription de contrat de maintenance pour entretenir la centrale, et tout ce qui est du coup également lié sur la slide suivante, Sylvain, à l'aspect assurance, puisqu'à la nef, lorsque vous rentrez dans cette offre, on va réclamer à ce que vous soyez à minimum assuré pour la responsabilité civile de producteur et pour tout risque, entre guillemets, dommage, incendie. La perte d'exploitation ne sera pas une obligation, sauf si votre centrale a une puissance supérieure à 36 kW crête. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à ces éléments-là, on est sur des éléments qui concernent centrale par centrale, que vous aurez le temps de transférer à Sylvain, enfin, à Énergie Partagée qui va centraliser ces éléments. Et par la suite, du coup, il y aura des éléments qui sont propres à l'entité et qui sont liés, du coup, au statut, au cabis, etc., qui vont nous permettre la rédaction, du coup, des actes de prêt et leur signature. Sur cette liste de pièces, que ce soit Sylvain ou moi, lors de la mise en relation avec un collectif, on la balaye de manière beaucoup plus détaillée pour voir s'il y a des éléments de blocage et les anticiper dès le départ, parce que c'est un sujet dans le sens où si ces pièces ne sont pas fournies, l'avance ne pourra pas être transformée en prêt. Du coup, on en arrive aux limites plus et aux avantages de cette offre avec les premières expérimentations que l'on a pu réaliser. Donc les principaux sujets qu'on a pu avoir sur ces premières expérimentations étaient liés à la typologie des baux. Comme le disait Jean-Paul, enfin le collectif ICA était plutôt sur des occupations du domaine public, et donc du coup un sujet qui à la nef est facilement traité et rentre dans le moule. Quand on commence à arriver sur des baux civils, la nef peut avoir certaines contraintes dans son intervention et elle demande à ce que ces baux soient systématiquement publiés foncièrement, puisqu'en fait, d'un point de vue risque, on estime qu'il peut y avoir un risque plus conséquent à intervenir avec des particuliers plutôt qu'avec des communes. Ça, c'est notre risque global. Et donc sur les baux civils, avoir une vigilance parce que les collectifs vont être amenés du coup à avoir une publication, enfin à amener et à réaliser une publication foncière s'ils souhaitent intervenir via cette offre-là. Et c'est un petit surcoût à l'intérieur du coup du projet en soi. Donc ça c'est le premier point qu'on a pu rencontrer. Ensuite, des écarts de taux entre des banques classiques et la nef, mais qui s'explique aussi par notre fonctionnement. J'ai vu à travers les questions qu'il y avait quelques sujets qui étaient évoqués sur ces points-là. La nef ne se refinance pas sur les marchés financiers. Vous êtes sur un circuit court de l'argent avec une rémunération de notre épargne auprès de particuliers et une construction du taux qui est différente. Sur cette offre, là en particulier avec P, on a déjà baissé on est déjà sur un taux préférentiel. Donc on fait déjà un effort sur ce partenariat-là. Si vous passez en dehors du partenariat, il faut savoir que les taux de la nef sont un petit peu plus élevés. Après, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on constate nous, un taux de 2%, ça reste cohérent, en tout cas sur 15 ans. Même si, en effet, il peut y avoir un léger surcoût. Et il faut avoir en tête que les banques classiques ont la volonté quand même d'être sur du greenwashing parfois sur ces collectifs, en tout cas sur ces projets-là. Le taux de rémunération des comptes courants énergie partagée, je pense qu'on l'a suffisamment évoqué, Sylvain. Oui, on est du coup tout à fait conscient que c'est une limite et on le met et ça se ressent du coup dans vos questions qui sont que j'ai vu passer. Effectivement, ce taux-là, il représente une limite. Il est de 5%, donc du coup, c'est important pour nous de faire comprendre pourquoi il est à ce niveau-là. Et c'est bien parce qu'on est dans un outil d'investissement qui a du coup une politique qui
doit lui permettre de rémunérer les actionnaires citoyens. Et donc, cet outil à l'échelle nationale a des avantages, notamment de faire participer le plus grand nombre de citoyens à la transition énergétique citoyenne. L'inconvénient, c'est que du coup, pour fonctionner, il doit financer des projets qui dégagent une rentabilité suffisante pour faire fonctionner l'outil. Et donc, la rentabilité cible qu'on fixe, c'est, je le disais, 4% pour rémunérer les actionnaires. La construction de notre cible d'investissement par symétrie, du coup, elle est de 4%, auquel on rajoute 1% du coup pour les frais de fonctionnement et de gestion de l'outil. Et donc, c'est comme ça qu'on construit d'une manière générale, notre notre cible pour cibler les projets dans lesquels on investit. Donc, on duplique un peu cette cible-là pour l'intervention dans cette offre-là en compte courant d'associés. Évidemment, ça demande à ce que les projets puissent absorber cette rémunération de compte courant qui n'est pas négligeable. Et donc, il y a clairement une limite là-dessus et qui fera que l'offre ne sera pas forcément adaptée à tous les projets. Et donc, on le disait en tout début de webinaire, on est encore dans une étape d'expérimentation. Donc, on verra comment on peut essayer d'optimiser le plus possible, de peut-être réduire ce taux-là, mais on ne sera pas en mesure de le réduire plus, sinon on n'est pas en mesure de trouver notre équilibre économique, mais plutôt d'optimiser le temps de présence en CCA d'énergie partagée dans les projets pour que l'impact soit le plus faible possible pour les projets et que finalement, par l'activation de ce partenariat NEF-EP et du coup l'accès à des conditions d'emprunt un peu plus avantageuses côté NEF grâce à ce partenariat, les projets puissent s'y retrouver. C'est-à-dire que le fait de payer ces CCA à court terme de paix, finalement, vous puissiez vous y retrouver par rapport à ce que vous gagnez côté emprunt bancaire. Et donc, l'équilibre économique du projet peut se trouver, on l'espère, dans ces conditions-là. Mais c'est clairement une limite. Ouais. On va pouvoir prendre les questions, vous les avez, mais donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être réactif, d'expérimenter avec vous, de prendre vos retours pour construire une offre qui soit adaptée le plus possible au projet en grappe photovoltaïque, et puis d'essayer de aussi du coup par cette offre vous mettre au service, enfin vous faire disposer des compétences qui existent dans le réseau énergie partagée de la NEF, des compétences que vous pouvez avoir besoin sur la partie financement. Alors du coup, pour répondre de vive voix à quelques questions qui étaient posées, notamment liées à toutes les démarches d'urbanisme et les documents qui sont demandés par la NEF, en effet, vous les déposez lorsque vous faites votre demande de raccordement. L'idée, c'est que la NEF puisse récupérer ces documents pour avoir des dossiers complets. Donc pour vous, c'est pas une contrainte puisque c'est déjà des choses qui dans votre étape et dans l'étape, en tout cas avec les démarches Enedis, sont déjà demandé et que vous avez déjà en votre possession. Pour ce qui est du coût de la publication foncière, il faut avoir en tête que le coût d'une publication foncière d'un bail civil, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la durée du bail et du montant du loyer. Elle dépend pas de la puissance des centrales, mais par contre, en effet, le coût, il est un petit peu plus difficile à absorber sur des centrales plus petites que sur des centrales plus importantes. Donc voilà, ça c'est un sujet. Aujourd'hui, on a vu cette limite avec un collectif. On a réussi à trouver des solutions et en tout cas à optimiser le montant du prêt pour faire en sorte que ce soit réalisable. Malheureusement, côté NEF, la politique de risque n'a pas évolué sur ce point. Mais c'est un sujet qu'on a notamment avec tout le réseau des centrales villageoises au quotidien. Alors, je pense qu'on a réussi à répondre à plusieurs d'entre elles, notamment sur les comptes courants d'associés et les limites que ça peut causer pour les projets. Sur le dernier point, je peux peut-être répondre, Sylvain, si tu veux. Vas-y, n'hésite pas. On va essayer de les partager. Donc, ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que notre offre, donc vous avez 4 à 5 mois vous laissant le temps de la mise en service et du raccordement de la centrale. Le prêt NEF est un prêt qui va s'adapter aux échéances de la facturation EDF. C'est-à-dire que si vous avez une facturation annuelle, vous allez avoir forcément un prêt NEF qui va être sur des échéances annuelles. Et la première échéance NEF arrivera
1 an après le déblocage des fonds. Et donc, du coup, ça veut dire que le collectif aura forcément la trésorerie puisqu'une première facturation EDF aura eu lieu et permettra le remboursement de l'emprunt. Donc, notre objectif côté Nef, c'est d'optimiser un maximum les choses et de se caler sur le rythme de facturation EDF. Et donc, notre offre est sur ce qu'on appelle une échéance à terme échu, c'est-à-dire 12 mois après le premier déblocage si on est en échéance annuelle. Si on était en échéance semestrielle, ce serait 6 mois après le premier déblocage. Donc sur la trésorerie, c'est une chose qu'on a bien anticipée et qu'on a bien en tête avec ce rythme de facturation EDF ou Enercop, mais qui est caractéristique de l'obligation d'achat. Il y a une question sur globalement on va dire le retour d'expérience des éventuelles simulations qu'on aurait pu faire pour que économiquement l'offre passe. En termes de retour d'expérience, on le disait au début, aujourd'hui, on est en train d'activer l'offre auprès de 5 collectifs qui sont tous basés en Occitanie. Donc on est en train d'engranger en fait des projets pour lesquels on intervient, ce qui nous permettra de faire ce type de simulation, de voir comment, au niveau du process global de mise en œuvre et au niveau économique, on va dire construction économique de l'offre, comment on peut optimiser tout ça. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans une phase opérationnelle de mise en œuvre, de première mise en œuvre, essayer de faire en sorte que ça fonctionne, et puis ensuite faire ce retour d'expérience pour améliorer l'offre. Donc on n'est pas encore tout à fait en mesure de vous faire part de simulations d'ordre économique sur l'offre et l'impact sur les projets, mais du coup, ce sera un travail à mener et qu'on mènera grâce à ces premiers projets en instruction et puis en financement. Et du coup, pour compléter un petit peu ce que dit Sylvain, ce qui est étudié, en fait, c'est votre business plan et c'est le DSCR qui peut en ressortir en prenant en charge toutes les hypothèses qui sont liées à ce qu'on appelle les OPEX, donc les charges de fonctionnement des centrales. Et le DSCR tel que nous on l'approche, on est sur une vision où un DSCR minimum de 110 à 115% moyen sur la durée du prêt est suffisant à notre niveau. Donc ça, c'est un des premiers critères que l'on peut regarder côté Nef. Après, voilà, il y a des marges de manœuvre et des choses que l'on regarde en parallèle. Mais du coup, en effet, le recul, on l'aura après, je pense, une première année d'exploitation de cette offre. Alors, une question sur les conditions d'accès au dispositif. Est-ce que c'est un montant ou une puissance minimum de projet? La réponse est non. J'ai remis une slide. Donc, on est sur des projets en grappe photovoltaïque. Le montant que ça peut couvrir va de 0 à 250 000 euros. Et donc, on va instruire en fonction des besoins le projet en l'occurrence. Alors, du coup, contrairement à, on va dire, la politique classique d'énergie partagée où il y a des tickets minimum, là, on n'est pas tout à fait dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on peut intervenir pour un montant minimum, enfin un montant inférieur à 50 000 euros. Après, l'enjeu pour nous, c'est quand même si la demande est faite pour, par exemple, du coup, dans l'exemple d'ICA, 90 000 euros, nous, on prend le temps d'instruire en conséquence de la demande initiale. Donc, on va quand même regarder du coup combien de parts sur ces 90 000 euros sera sollicité. Ça peut être moins, il n'y a pas de problème. Hein. Le porteur de projet peut effectuer un tirage moindre que les 90 000 euros. L'engagement de paie est d'aller jusque là, mais ça peut être en dessous. En revanche, si on tombe au final avec un projet qui n'a besoin que de 5 ou 10 000 euros au lieu des 90 000 euros initiales, et si ça se représente trop souvent, on va se poser la question du coup de voir comment on traite l'instruction des projets en mettant un montant minimum éventuel. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas en fait de puissance ou de montant minimum. Donc, on prend le parti d'expérimenter et de répondre à toutes les demandes si elles concernent cette phase-là du projet et d'un projet en grappe photovoltaïque. Pour ce qui est de la question, notamment sur le notaire et les baux en passant par le service des impôts,
Donc on parle bien de baux civils. Je parle pas d'autres typologies de bail. Sur les baux civils, dans le service des impôts, ce qui fait qu'il y a un coût moindre, mais ça veut dire que votre bail est nécessairement sur une durée inférieure à 10 ans ou maximum 10 ans. Dès que votre bail est supérieur à cette durée-là, à ce moment-là, vous êtes obligé de passer devant un notaire et c'est là que il y a des coûts complémentaires qui interviennent. Alors, il y a une question sur les conditions, enfin le niveau plutôt des taux d'emprunt bancaire de la nef et est-ce qu'on peut avoir accès à aux prêts à 2%, notamment si c'est pas dans le cadre de l'offre énergie partagée nef. Donc, il y a, pour information, du coup, il y a une grille quand même qui a été mise en place dans le cadre de ce partenariat qui vous donne accès à des taux privilégiés qui ne sont pas les mêmes si vous ne bénéficiez pas du coup de l'offre énergie partagée nef. Donc il y a une volonté partenariale et du coup de mettre en face de ce partenariat une grille particulière avec des taux revus. Sur les différents points d'entrée, de contact, il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Donc vous aurez ce que je vais faire à l'issue de ce webinaire, je vais vous envoyer cette présentation avec du coup les éléments de présentation et de process détaillés. Je vais y joindre une petite plaquette qui présente l'offre et donc y compris nos contacts respectifs à Marine et à moi. Et donc nous sommes les points d'entrée. Alors ce sera plutôt moi qui vais piloter à la fois les premiers contacts et puis la phase de suivi administratif dans le temps jusqu'au refinancement. Ceci dit, on prendra le temps enfin Marine du coup sera présente au début au moins le temps d'un rendez-vous qui éclaircit un peu les rôles respectifs de la nef et d'énergie partagée, de présentation des process, des documentations demandées par la nef et donc le point d'entrée est moi. Vous pouvez également contacter Marine directement et puis de toute façon on, on mènera ça ensemble, mais après pour vous et la facilité de suivi, vous aurez un interlocuteur unique qui sera plutôt côté énergie partagée. Donc on va piloter ça voilà, dans le suivi plutôt moi, dans les points d'entrée de contact, ça peut être Marine, ça peut être moi, c'est comme vous le souhaitez. Alors les coordonnées, je vous envoie tout ça juste après le webinaire et vous les aurez dans les documents que je vous enverrai. C'était une question plutôt sur les réseaux régionaux quand je présentais énergie partagée. Là, je vous renvoie, si la personne qui a posé cette question est encore là, au site d'énergie partagée, aux différents webinaires qu'on a pu mener qui présentent vraiment très bien ce que fait énergie partagée à l'échelle nationale, le travail plutôt de fédérer les différents réseaux régionaux qui, eux, sont sur les territoires pour accompagner les porteurs de projets, animer la dynamique locale et former les porteurs de projets. Donc, une question sur le 1 euro région, 1 euro citoyen. Là, c'est peut-être Jean-Paul le mieux placé pour répondre. Effectivement, ça aide. Jean-Paul, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Est-ce que pour vous, c'était une condition indispensable pour que le projet fonctionne? J'imagine que oui. Disons que pour la phase 1, on n'en tient pas compte de la subvention 1 euro, et ça fonctionne, hein, puisque les revenus que rapporteront la phase 1 permettront de rembourser le prêt, voilà. Après, sur l'ensemble du projet, oui, je crois que quand même ça va. Oui, je pense que c'est quand même important. Après, on n'a pas fait de simulation sans, alors on peut pas vraiment vous dire comment ce que ça peut donner. Le problème, ça repose quand même beaucoup sur la collecte citoyenne, c'est quand même l'incertitude. On ne sait pas encore combien on va arriver à collecter. Et justement, on est aussi pressé de faire nos installations pour pouvoir montrer que ce qu'on raconte, c'est pas du vent, et que peut essayer de mobiliser un peu plus de monde en montrant des choses concrètes. Là. C'est aussi un des objectifs. Et donc cette offre nous permet ça aussi de financer rapidement pour pouvoir commencer à montrer les points. Voilà. Mais bon, après, est-ce que ça fonctionne sans 1 euro? Je sais pas. Faudrait qu'on voit dans nos tableaux là, qu'on supprime tout ça, puis on regarde ce que ça donne. On l'a pas fait parce qu'on compte dessus quand même. Pour la question qui concerne les pénalités en cas de remboursement anticipé du prêt, aujourd'hui, nous, nos pénalités, elles sont de 3%. Elles ne sont pas négociables parce que du coup, on mobilise les épargnants de la coopérative et on alloue du coup une ressource en face de ces prêts. Donc, le fait de rembourser par anticipation, pour nous, ça a un coût. Par contre, si c'est prévu au
démarrage du prêt, de se dire qu'il y a à l'intérieur du collectif des personnes qui veulent mettre des comptes courants associés, mais qui pourront le faire qu'à horizon 8 mois pour un montant de 20 000 euros. On peut prévoir ce qui est sur la première année du prêt un remboursement anticipé partiel sans frais. Mais c'est des choses qu'on prévoit initialement. Il faut qu'il y ait une réelle raison par rapport à ça. J'espère qu'on a répondu à la majorité des questions. Est-ce que le dispositif sera étendu par la suite à d'autres NR? Oui, pourquoi pas. C'est quelque chose qu'on envisage, hein, et du coup, si à partir du moment où on peut débloquer une situation qui mène le projet à avancer plus vite en phase de construction, et que ça fait sens économiquement pour le projet, on a tout à fait vocation à étendre l'offre plus largement qu'au seul grappe photovoltaïque. Donc la réponse est oui. Et peut-être même en termes de montant également, Sylvain. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, peut-on réduire au maximum le temps d'emprunt EPI pour ne pas payer trop sur les comptes courants associés? En effet, c'est une question qu'on a peut-être sur laquelle on n'a pas répondu, mais l'idée c'est d'être sur un calendrier optimisé, Sylvain. C'est ça, hein. Tout à fait, ouais. C'est vraiment travailler pour que l'apport en compte courant d'associé se fasse au bon moment et au moment où vous en avez réellement besoin en termes de trésorerie, pour que ça ait le moins d'impact possible, pour que la rémunération de ces comptes courants d'associés ait le moins d'impact. Donc oui, on peut faire en un mois le paiement de tous les comptes courants, le versement de tous les comptes courants d'associés. Si c'est adapté pour vous, on peut le faire en plusieurs fois, donc en fonction réellement de vos besoins. Nous, on a prévu 2 déblocages, un de 40 000 au mois de juin et un de 50 000 au mois d'août. Voilà. Parce que je ne sais pas si on fait 2 comptes courants d'associés, c'est différent, ou si c'est un seul avec possibilité de tirer. Comment il y a ça sur le plan pratique? Après, on met en place des conventions de compte courant d'associés, donc des contrats, et donc on fera différentes conventions et avec en fonction des apports successifs. Donc c'est une convention par tirage, c'est ça? Tout à fait, oui. Tout à fait. Okay. Il y a une question qui concerne EDF et Enercop. Alors c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, la NEF a considéré que sur une obligation d'achat Enercop, il pouvait y avoir peut-être plus de risques sur une obligation d'achat EDF. Alors, on entend ou on n'entend pas cet argument, mais en tout cas, c'est le positionnement qu'a pris la NEF. Et étant donné les liens historiques, Enercop, elle a quand même décidé d'ouvrir une enveloppe qui permette d'intervenir sur ces obligations d'achat à hauteur de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, cette enveloppe, elle a été à moitié mangée, donc il nous reste 2 millions d'euros et nos équipes, et notamment du coup les référents NR en la qualité de Jean-Christophe et moi-même, sommes beaucoup mobilisés on travaille en lien avec les équipes d'Enercop pour faire en sorte qu'il n'y ait demain plus de différence entre une obligation d'achat EDF et une obligation d'achat Enercop. Et il y a des points juridiques qui restent à lever. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ouvert à 100%, mais qu'il y a cette première réponse et cette première étape. Donc voilà, donc ça, c'est des sujets qu'on travaille beaucoup en lien avec Enercop et sur lequel on espère pour 2019 avoir une réponse beaucoup plus large. Je peux intervenir. Nous, on a une obligation d'achat avec EDF parce qu'on est obligé de passer par là, mais on envisage éventuellement de rebasculer nos contrats sur Enercop. Alors, quelle est votre position à ce moment-là? Dans la mesure où vous nous avez fait un prêt parce qu'on a des obligations d'achat EDF, est-ce qu'on peut, parce qu'a priori, on peut pas passer directement par obligation d'achat Enercop. On est obligé de passer par EDF, puis après rebasculer le contrat sur Enercop. Oui, normalement, les premières démarches se font avec EDF et après, je crois que c'est au mois d'octobre où vous devez faire votre demande de transfert pour qu'elle soit prise en compte pour l'année suivante. Donc là, pareil, ce sujet-là, c'est un avenant en fait au contrat de prêt de la NEF qu'il faut réaliser lorsque vous faites un transfert vers Enercop et ce sera en fonction de l'enveloppe disponible à la date de la demande que vous réalisez.
Et le risque est lié, en effet, peut-être à la solidité d'Enercop, mais qui est plutôt lié en fait à si demain EDF obligation d'achat ou un organisme qui bénéficierait de l'obligation d'achat déposer le bilan pour X raisons, à qui serait affectée cette obligation d'achat? Est-ce qu'elle serait transférable et sous quel délai? En fait, c'est surtout ça les questions qui se posent. C'est pas lié à Enercop en tant que tel, c'est lié à la défaillance et au temps de transfert de cette obligation d'achat, même vous en tant que collectif, de savoir quelles seraient les modalités en cas de défaillance de votre acheteur d'énergie, comment est-ce qu'il pourrait être transféré, comment est-ce que vous pourriez garder la même durée de contrat d'achat, etc. Est-ce qu'il y aurait une facture ou deux factures sur lesquelles vous ne serez pas payé sans la possibilité du coup d'avoir recours? C'est ces sujets aujourd'hui qui sont évoqués avec Enercop. Je pense du coup, Sylvain, qu'on a plutôt bien avancé. Donc l'idée, c'est qu'on vous envoie nos coordonnées respectives et puis éventuellement la fiche qui présente l'offre de manière synthétique ainsi que le diaporama. Et si à l'envoi de ces éléments, vous avez un retour d'expérience particulier, des remarques, des questions qui sont restées en suspens, bien, je vous invite à nous en faire part. Et puis voilà, l'idée c'est d'avancer sur la base de vos retours également. Merci à tous de votre présence. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore pu manger. Voilà, merci d'avoir passé l'heure du midi avec nous. À très bientôt. Merci Jean-Paul. Merci. Et merci Jean-Paul. Ouais. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.